est-ce qu'on peut changer les pratiques culturelles? Est-ce qu'on peut changer le regard de l'autre sur la pratique culturelle, spécialement sur l'opéra? Est-ce que c'est notre rapport à l'art est-il déterminé par notre euh, origine sociale ou est-ce qu'on peut modifier ça par des processus, qu'ils soient pédagogiques ou autres? Alors, il se trouve vraiment que l'opéra est un problème un petit peu spécifique en France pour une très bonne raison. On va revenir à l'origine de l'opéra. L'opéra est né à la fin du XVIe siècle en Italie. Le premier opéra s'appelait Daphné, et c'est un monsieur qui s'appelait Jacopo Peri, pas très connu, qui a composé cette œuvre. Et puis ensuite, c'est Monteverdi qui a pris la suite de l'opéra en Italie, et vous savez qu'au début du XVIIe siècle, ma foi, il y avait beaucoup de musiciens européens qui traversaient l'Europe, qui passaient d'une cour à une autre, donc il y avait des échanges assez extraordinaires du point de vue de la musique, et on a tout de suite vu l'opéra, la forme opéra, arriver en Allemagne, en Angleterre, avec Purcell, avec Handel, avec Telemann, mais malheureusement, ce n'est qu'en 1650 que l'opéra est arrivé en France, parce que Mazarin, qui est originaire évidemment d'Italie, est revenu à la cour du roi Louis XIV et a ramené cette forme d'expression. Donc, en France, cette forme qui a été populaire, comme l'était le théâtre de Shakespeare, en Angleterre, cette forme qui était populaire est revenue tout de suite à la cour de Louis XIV, ce qui en a fait évidemment un enjeu de pouvoir. Et l'opéra n'a jamais été très populaire en France, ce qui fait qu'on a un petit problème avec cet art, puisqu'il a été accaparé d'abord par le pouvoir, puis par la bourgeoisie. Et en gros, si on fait un petit sondage ici, qui est déjà allé voir un opéra ici? Levez, voilà. Vous ne représentez pas la France, hein. Pas du tout, pas du tout. En fait, il y a 4% des Français qui vont voir un opéra. Ça fait peu, et vous qui êtes dans une école de commerce, je vous laisse apprécier la marge de manœuvre et de progression qu'il peut y avoir sur ce marché-là. On a un autre problème fondamental en France, c'est que tout à l'heure on parlait des clichés dans le regard de l'autre, et il y a beaucoup de clichés à propos de l'opéra, on le verra, mais des études ont montré qu'entre 1974 et 2004, la moyenne d'âge des spectateurs à l'opéra et plus généralement dans la musique classique est passée de 39 ans à 53 ans. Inutile de vous dire que c'est un petit peu problématique parce que mes cheveux blanchissent, mais ceux du public qui est derrière moi aussi, et j'adorerais faire ce métier toute ma vie parce que je ne sais rien faire d'autre. Donc on parlait des clichés, et quand on parle opéra, à des jeunes, qu'est-ce qu'ils vous disent? Eh bien, ils vous disent, voilà, c'est la diva, alors celle-là est un petit peu excessive, évidemment, c'est pour ça que je l'ai choisi, mais on pense tout de suite à la Castafiore dans Tintin, on pense tout de suite à une diva un petit peu folle avec son chien-chien, sa choucroute, voilà. Et l'opéra, évidemment, c'est tout sauf ça. Alors, on a vu que ça appartenait à la bourgeoisie et au pouvoir, et je me suis dit, est-ce qu'il y a d'autres domaines dans lesquels on a eu ce problème? Et j'ai trouvé qu'il y avait le tennis, qui avait à peu près le même parcours, ça veut dire que dans les années 70, vous n'étiez pas né, mais je vais vous faire un petit rappel, vous trouvez ça quand même dans les bouquins. Dans les années 70, il y avait un sport qui était marqué très très bourgeoisie, et qui aujourd'hui est le deuxième sport le plus pratiqué en France. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Non, pas le rugby, c'est le tennis. Le tennis, dans les années 70, était vraiment... Vous alliez au club de tennis, c'est comme le club de golf maintenant, et encore pire, c'était des choses très fermées, etc. Et on a réussi à changer ce comportement et cette vision du tennis, qui maintenant est un sport absolument populaire, par beaucoup d'actions évidemment, dont la télévision, puisque maintenant vous avez des grands prix à longueur d'année sur le circuit professionnel. Alors, non seulement il faut changer la vision qu'on a de l'opéra, mais aussi la vision qu'on a sur les gens qui vont à l'opéra. Parce que vous allez voir, c'est assez intéressant et assez important. Il existe en France une expérience qui s'appelle Demos,
qui est directement inspiré du système vénézuélien, El Sistema. Pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment intéressez-vous à ce projet qui a révolutionné vraiment l'éducation et sauvé des vies au Venezuela. Et donc, on a monté, dans la couronne parisienne d'abord, un système d'EMOS qui consiste à mettre dans la main des gamins des quartiers défavorisés un instrument. Alors, on a mis en face de ce public très défavorisé les meilleurs musiciens de tout Paris. Ils sont allés chercher les gens à l'Opéra de Paris, à l'Orchestre de Paris, à l'Orchestre de Radio France. Et donc, ces enfants bénéficient, le mercredi, de cours particuliers, mais surtout d'ensembles collectifs. C'est-à-dire que dès qu'on sait faire 2-3 notes avec un violon, avec une clarinette, avec une flûte, on est intégré dans un orchestre pour un projet collectif. Ça a évidemment beaucoup d'avantages. Et puis, ils sont aperçus qu'il y avait un autre problème que celui qui faisait qu'en gros, en une année, on montait 3 minutes de musique, ce qui n'est pas un rendement extraordinaire, mais qui est quand même un progrès incroyable. C'est que quand les gamins rentraient le mercredi soir dans leur cité, ils étaient regardés très très bizarrement. Pendant que les autres allaient jouer au football ou faire du vélo, eh bien, ma foi, ceux qui revenaient avec un instrument à la main étaient regardés comme des vilains petits canards. Donc ça veut dire qu'il faut changer notre regard, non seulement sur l'opéra, mais aussi sur ceux qui font l'opéra. Et donc, nous avons proposé, nous, pour faire venir les jeunes à l'opéra, les jeunes c'est le public de demain, de créer l'opéra coopératif. Alors, l'opéra coopératif... il y a une vidéo, normalement. L'idée de la Fabrique Opéra, c'est de mettre les intelligences de la jeunesse d'une ville au service d'un projet artistique. Voilà. Donc Jacques Attali nous dit que c'est un projet collectif sur un secteur donné. Il se trouve que donc, on a créé ça à Grenoble il y a maintenant 8 ans. Et l'opéra en lui-même est déjà coopératif, parce que l'opéra, c'est beaucoup de corps de métier, en plus des musiciens, des chanteurs, des musiciens d'orchestre, des choristes, sont beaucoup de corps de métier. Et donc, on est allé chercher toutes ces compétences que nous n'avons pas, nous musiciens, on est allé les chercher dans des lycées techniques. Donc, des jeunes dans les lycées techniques, des compétences que nous n'avons pas, participer à un projet d'envergure où ils vont pouvoir se réaliser à travers leurs propres compétences. Ça a plusieurs avantages, on les a découverts à la suite, c'est qu'on les met dans des situations vraiment professionnelles, c'est-à-dire avec des rendus vraiment très qualitatifs, évidemment dans le temps. Si le décor est prêt 15 jours après la première, évidemment ça ne le fait pas. Donc ils sont dans des situations vraiment très professionnelles, avec beaucoup d'exigences. La qualité, évidemment, parce que quand on a l'ambition de faire venir des gens et de leur faire découvrir un art, évidemment, on est obligé de donner le meilleur. Et surtout, ils rentrent dans le milieu de l'opéra, entre guillemets, par une autre porte que celle de la salle, c'est qu'ils rencontrent d'abord les acteurs de l'opéra. Je vous explique. On va au lycée Argouges, à Grenoble, qui réalise des costumes. Comment on fait? C'est très simple. Les solistes arrivent, ils viennent essayer des costumes, et là, on a un échange, on a la rencontre de deux mondes extraordinairement différents. On a des solistes qui arrivent de Saint-Pétersbourg, de Londres ou je ne sais où, parce que ce sont des très grands chanteurs. Ils vont dans un lycée qui est dans une zone un peu chaude. Ils rencontrent des jeunes qui n'ont jamais entendu un opéra pour la plupart, et ils se retrouvent confrontés à discuter entre des personnes qui construisent le même projet. C'est ça l'opéra coopératif, c'est ça qu'on a mis en place ici, et c'est un petit peu comme ça qu'on fait adhérer les jeunes à l'opéra. On a un petit témoignage d'une jeune fille. Quand je voyais la télé, quand je voyais à la télé les gens chanter de l'opéra, je rigolais parce que ça me plaisait pas du tout, et voilà, c'est un style particulier. Moi, c'était un truc assez chiant et assez long et que je comprenais pas du tout. Qu'est-ce que vous avez appris au cours de ce projet, le travail d'équipe? En fait, on est vraiment au cœur de l'action, entre guillemets. C'était vraiment le premier gros projet commun de cette classe. Et ça nous a apporté l'envie d'en faire beaucoup d'autres. On apprend mieux avec la Fabrique Opéra en cours. Avant, je trouvais ça chiant, maintenant je trouve ça beau en fait. Quand on est là devant, à les voir chanter, c'est vraiment impressionnant, et ouais, j'ai trouvé ça vraiment magnifique.
Voilà, vous avez donc bien compris qu'on avait changé un petit peu le regard de ces jeunes qui ont travaillé avec nous sur des projets de plusieurs opéras pendant plusieurs années. Et si vous comprenez que ces jeunes ont tous des problèmes avec le système éducatif dans son ensemble, que ce soit l'autorité, la régularité, tout ce qu'on peut imaginer, quand on leur fait réaliser un projet aussi important, par exemple, qu'une robe, la robe de la Reine de la Nuit, ou la robe de la Traviata, voilà notre Violetta, ou la reine de Maria dans West Side Story, vous comprenez bien que le plaisir de voir ce qu'ils ont réalisé sur scène, au summum 10 000 personnes, avec de la lumière, est absolument transcendé par le talent des acteurs, c'est mieux que n'importe quelle note qu'on pourra leur donner. Et évidemment, il y a une fierté qui n'existe nulle part ailleurs. Et comme ils disent, on apprend mieux avec la Fabrique Opéra qu'avec les professeurs. Il se trouve qu'il y a les professeurs quand même avec la Fabrique Opéra. L'opéra a un deuxième problème, c'est le lieu dans lequel il se déroule. C'est la forme, évidemment, mais c'est aussi le lieu. Et il se trouve que dans le monde entier, on met des moyens exceptionnels à construire des bâtiments, vous voyez, plus beaux et plus inventifs les uns que les autres. Sauf que ça a un énorme problème. Ce sont des budgets colossaux, évidemment en investissement, évidemment en fonctionnement. Et l'économie de l'opéra est la chose la plus insensée au monde. Je vais faire vite. On va prendre l'Opéra de Paris pour faire rapide. Vous avez des places qui vont entre 35 et 180 €, 250 €. J'ai voulu réserver il y a 3 jours pour un Parsifal. Il restait des places à 180 €, 135, 115, etc. Vous voyez quand même que c'est assez cher. Sauf que le prix de ces places ne représente que 20% du prix réel de la place. Ce qui veut dire que la subvention de l'État, des collectivités à l'Opéra de Paris, fait que vous payez 20% du prix réel du billet. Moralité, les impôts de tout le monde, y compris les plus faibles d'entre nous, permettent à ceux qui peuvent mettre 200 € dans une place d'aller à l'opéra. Il n'y a pas un seul domaine où ce genre de comportement pourrait survivre. Et donc, nous, on a décidé, pour amener les gens à l'opéra, de faire le juste prix. D'abord, on n'a pas de bâtiment, on a des structures très petites, il y a évidemment beaucoup d'amateurs qui travaillent avec nous, donc tout ça fait évidemment chuter les prix, mais ce n'est pas le premier but, bien évidemment. Et puis, surtout, on choisit des salles de grande capacité pour donner nos opéras. Grenoble, c'est le summum. Ce sera dans d'autres villes des types zéniths. Et donc, ça implique d'avoir, par exemple, une sonorisation. Alors on m'a dit un jour, ah mais comment voulez-vous démocratiser l'art lyrique avec des gens qui chantent dans des micros? Alors bon, je l'ai plutôt mal pris, pour ne rien vous cacher. C'était une ancienne adjointe à la culture de cette bonne ville de Grenoble. Je n'ai pas dit non. Mais surtout, je me suis dit, mais il y a d'autres endroits dans le monde où on fait chanter des gens dans des micros pour faire des choses extrêmement populaires avec de la qualité, et on n'a pas à se défendre de ça. On regarde l'Orchestre de Berlin au Festival de la Valbune, on regarde Los Angeles Philharmonic à Hollywood Bowl, on regarde Milan ou tous les orchestres italiens aux arènes de Vérone. Donc voilà, on n'a pas à rougir de ça. On doit avoir une image de... Voilà, on était sur les lieux populaires. Donc, on travaille, nous, localement, sur une économie réelle, avec des partenaires locaux, parce que vous avez compris que le projet de la Fabrique Opéra était un projet local, qui s'implique dans le territoire, pour les gens du territoire, avec les gens du territoire, et on arrive à avoir, évidemment, parmi les entrepreneurs, beaucoup de soutien, et puis on avance comme ça. Alors, je vais aller vite. Le problème du concept, c'est que chaque entité travaille dans des temps différents.
les musiciens amateurs mettent longtemps à travailler. L'orchestre, par exemple, va faire 50 services pour monter un opéra, alors qu'un orchestre professionnel en mettrait 5. Les choristes, évidemment, vont aller un petit peu plus vite parce qu'ils ont moins de musique à chanter. Les chanteurs, qui sont tous des professionnels, je le rappelle, arrivent simplement un mois avant la date de la première. Les gens qui sont en apprentissage, donc en alternance pour construire les décors, ma foi, ils sont là 1 semaine sur 3. Ça change tous ces tempi. Et donc, notre travail à nous, c'est de mettre tout ça en forme pour qu'à la fin, le puzzle fasse une vraie production et qu'on puisse avoir un spectacle de grande qualité au summum. Alors, les résultats, quels sont-ils? On a fait 8 opéras. On a eu 3000 participants directs, c'est-à-dire des jeunes qui ont œuvré à la réalisation des spectacles. On a accueilli 15 000 jeunes scolaires à la répétition générale qu'on ouvre aux scolaires de tout le département. On accueille aussi, dans un souci de solidarité, des gens en très grande précarité sociale à la générale. Et puis, on avait fait une étude avec GEM il y a quelques années. 50% de notre public n'avait jamais vu un opéra. Mission accomplie. Donc les jeunes plus le public, puisque en gros ce sont leurs familles qui viennent avec nous, découvrent l'opéra par ce biais-là. Donc on voit bien qu'on peut changer le regard des gens juste en les impliquant dedans. Alors l'avenir de la Fabrique Opéra, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un concept qui va se développer, une fois de plus grâce à un ancien de GEM qui a pris les commandes d'un fonds de dotation, et nous faisons de l'ingénierie culturelle dans d'autres villes, et à partir de, pas plus tard que cette fin de semaine, il y aura une fabrique opéra à Annecy, il y en aura l'année prochaine à Caen, à Rennes, à Orléans et à Marseille, les années suivantes à Toulouse, à Bordeaux et à Bruxelles, et ça continuera évidemment après. Et on voit bien qu'on peut faire changer le regard des jeunes, et donc du public de demain, sur l'opéra, à la condition de les faire travailler avec nous. On ne va pas tous en faire des chanteurs, on ne va pas tous en faire des chefs d'orchestre, des choristes ou des musiciens d'orchestre. Il suffit d'exploiter et de valoriser leur talent, parce qu'on a tous un talent, et le problème c'est de savoir comment on peut le révéler. Et je vous invite à regarder comment les choses vont changer sur l'Arlier, comme elles ont changé sur le tennis. Et puis, on s'est aperçu que ce qui se passe dans la musique est souvent annonciateur de ce qui se passe dans la société. Et je pense que l'avenir de la société sera absolument coopératif. Merci.